la voie maritime la plus névralgique du monde, 17 millions de barils de pétrole y passaient chaque jour. Et ce soir-là, elle est devenue une zone de guerre. L'Iran a fait son mouvement, un mouvement préparé depuis des années, un mouvement que Téhéran croyait impossible à arrêter, mais quelque part, dans l'obscurité de ces eaux, la marine américaine attendait déjà. Ce qui s'est produit dans les 90 minutes suivantes a changé pour toujours l'équilibre du pouvoir au Moyen-Orient. La question est la suivante: l'Iran vient-il de perdre sa dernière carte ou est seulement le début de quelque chose de beaucoup plus dangereux? Il était 3h12 du matin. Le détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus importants de toute la planète, était sur le point de devenir le centre d'une confrontation militaire que personne n'oublierait. D'un côté se trouvait la marine américaine, disciplinée, technologiquement avancée et forte de décennies d'expérience au combat. De l'autre se trouvait le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, qui exécutait ce qu'il considérait comme son opération la plus puissante et la plus minutieusement planifiée de l'histoire moderne. Ils l'ont appelée l'opération Gardien du Détroit. Pendant des années, l'Iran avait observé, attendu, construit une stratégie spécialement conçue pour contester la domination navale américaine dans cette voie maritime étroite. Le détroit d'Ormuz ne mesure que 33 km de largeur à son point le plus étroit, et pourtant, près de 20% de tout l'approvisionnement mondial en pétrole y passe chaque jour. Celui qui contrôle ce détroit détient un pouvoir énorme, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur les plans économiques et politiques. Téhéran le comprenait mieux que quiconque. La confrontation n'est pas arrivée sans signe avant-coureur. Pendant des mois avant cette nuit-là, les canaux diplomatiques entre Washington et Téhéran s'étaient rapidement détériorés. Les États-Unis avaient maintenu une campagne de pression maximale, de sanctions économiques sévères, de postures militaires et d'isolement diplomatique qui avaient poussé l'Iran dans une impasse de plus en plus désespérée. L'économie iranienne souffrait, sa monnaie s'était affaiblie, sa population était frustrée et ses dirigeants estimaient que la fenêtre pour poser un geste stratégique audacieux se refermait rapidement. La décision a donc été prise au plus haut niveau du gouvernement iranien. Le corps des gardiens de la révolution islamique a reçu l'autorisation de lancer une opération à grande échelle pour affirmer la domination iranienne sur le détroit d'Ormuz. L'objectif n'était pas simplement militaire, il visait à envoyer un message au monde entier. L'Iran pouvait interrompre l'approvisionnement mondial en pétrole quand il le voulait, et tout navire occidental tentant de passer sans permission iranienne ferait face à de graves conséquences. Téhéran avait passé des années à développer ce que les analystes militaires appellent une doctrine de guerre asymétrique. Plutôt que d'affronter les États-Unis arme contre arme, ce que l'Iran savait ne pas pouvoir faire, le CGRI a bâti une stratégie autour de tactiques d'essaim. Des dizaines de petits bateaux d'attaque rapides opérant simultanément depuis plusieurs directions. Du brouillage électronique pour aveugler les systèmes radars ennemis, des leurres de drones pour saturer les systèmes de défense, des mines sous-marines pour menacer les grands navires de guerre, et des lance-missiles côtiers dissimulés dans les falaises rocheuses le long du littoral iranien. Sur papier, c'était un plan réellement sophistiqué, capable en théorie de paralyser même un adversaire technologiquement supérieur par le chaos et la masse. L'opération a été lancée aux premières heures du matin, un choix délibéré, car l'obscurité et la visibilité limitée étaient considérés comme des avantages pour les navires plus petits et plus rapides du CGRI. En quelques minutes, un destroyer de classe Harley Burke de la marine américaine, en patrouille, a détecté des dizaines de contacts se déplaçant rapidement et convergeant simultanément depuis plusieurs directions. Les systèmes radars de combat du navire ont immédiatement déclenché une alerte rouge. L'équipage a rejoint les postes de combat. En moins de 90 secondes, les bateaux d'attaque iraniens s'étaient rapprochés à portée de frappe. Ce que les commandants du CGRI à Téhéran n'avaient pas pleinement pris en compte, c'était la profondeur de la préparation américaine. La marine américaine dans cette région n'était pas simplement un ensemble de navires de guerre, c'était un système de combat intégré en réseau. Des aéronefs fournissaient du renseignement en temps réel depuis les airs. Des hélicoptères menaient la surveillance au niveau de la mer et des destroyers coordonnaient chaque réponse avec une précision mécanique.
Dès le moment où le premier bateau iranien a quitté son abri côtier, les capteurs américains le suivaient déjà. La confrontation qui a suivi pendant les 2 heures suivantes allait mettre les deux camps à l'épreuve d'une manière que les planificateurs militaires avaient longtemps débattu dans les salles de stratégie et les collèges militaires. L'Iran s'était pleinement engagé dans son opération navale la plus ambitieuse. La marine américaine était prête à répondre. Ce qu'aucun des deux camps ne pouvait entièrement prévoir, c'était la rapidité et l'ampleur avec lesquelles l'équilibre allait basculer. Pendant que le monde dormait, les règles d'engagement étaient déjà mises à l'épreuve en mer. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une étendue d'eau. En vertu du droit maritime international, plus précisément de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, connue sous le nom de CNUDM, le détroit est classé comme une voie maritime internationale. Cela signifie que chaque nation sur Terre a le droit légal d'y passer librement. Ce principe s'appelle le droit de passage en transit. Aucun pays ne possède le détroit, aucun pays n'a l'autorité légale de le bloquer. Et aucun pays n'a le droit d'exiger un paiement, une permission ou un tribut des navires qu'il traverse. L'Iran connaît bien cette loi. En fait, l'Iran a signé des accords reconnaissant ces principes internationaux. Pourtant, cette nuit-là, le corps des gardiens de la révolution islamique a avancé avec une opération qui contestait directement le cadre juridique dont dépend toute la communauté mondiale du transport maritime. Ce n'était pas un malentendu. C'était une décision calculée. Le CGRI fonctionne selon sa propre structure de commandement militaire, séparée des forces armées conventionnelles de l'Iran. Il répond directement au guide suprême iranien. Au cours des 2 dernières décennies, la marine du CGRI est devenue une force asymétrique redoutable, spécialement conçue pour les opérations dans des voies navigables confinées comme le détroit d'Ormuz. Sa doctrine repose sur la vitesse, la surprise et la saturation. L'idée est qu'en lançant suffisamment de menaces simultanées depuis suffisamment de directions, on peut submerger n'importe quel adversaire, peu importe sa supériorité technologique. Cette nuit-là, ils ont déployé toutes les couches de cette doctrine à la fois. Des centaines de leurres de drones désignés Ababil ont été lancés depuis des positions côtières pour inonder les écrans radars américains de faux contacts. Ce qui avait commencé comme 50 contacts radars s'est soudain transformé en 500 signaux clignotants à l'intérieur du centre d'information de combat du destroyer. Le système de combat Aegis de la marine américaine, l'un des systèmes de défense navale les plus avancés jamais construits, a travaillé rapidement pour distinguer les menaces réelles du bruit électronique. Simultanément, des unités d'artillerie à roquettes positionnées le long de la côte iranienne ont tiré selon des grilles coordonnées autour du navire américain. L'objectif n'était pas de réussir immédiatement un coup direct, l'objectif était de créer des murs d'eau et d'embrun capables d'aveugler les capteurs infrarouges et les systèmes de ciblage laser. C'était un écran de fumée physique conçu précisément pour réduire l'avantage technologique américain. Sous l'eau, la menace était tout aussi sérieuse. Des mines iraniennes de classe Malyutka, des dispositifs sophistiqués à déclenchement acoustique et magnétique avaient été discrètement positionnés dans certaines sections du chenal principal de navigation du détroit. C'était pas de simples dispositifs explosifs, c'était des systèmes intelligents conçus pour distinguer les types de navires et détonner au moment précis où le potentiel de dommage était maximal. La réponse de la marine américaine suivait une doctrine bâtie au fil de décennies de développement des opérations interarmes. Un avion de patrouille maritime Boeing Poseidon, opérant à haute altitude bien au-dessus de la zone de conflit, servait de cerveau numérique à l'opération. Ces systèmes radars avancés traversaient la fumée, les embruns et les interférences électroniques pour fournir des données de ciblage en temps réel à chaque moyen américain dans la zone. Cet avion, à lui seul, a fondamentalement modifié l'équilibre informationnel de tout l'engagement. Un hélicoptère MH-60R Seahawk a déployé des bouées sonars pour cartographier la menace des mines sous-marines, tout en identifiant simultanément les navires de commandement iraniens grâce à des systèmes électro-optiques. Des missiles AGM, un A4 Hellfire, ont été lancés à une distance de sécurité de 8 km, bien au-delà de la portée de toute arme défensive iranienne sur ces bateaux. Les frappes ont été précises et immédiates.
Le destroyer a activé son système de guerre électronique SLQ 3.2 qui a libéré une énergie électromagnétique concentrée à travers le détroit. Les installations radars côtières iraniennes ont été saturées et temporairement aveuglées. Les signaux GPS alimentant les systèmes de navigation des drones iraniens ont été perturbés. L'essaim du CGRI, pourtant soigneusement coordonné, a commencé à perdre sa cohérence centrale. Les déclarations officielles du département américain de la Défense dans les heures qui ont suivi ont confirmé que les forces américaines avaient agi conformément aux règles internationalement reconnues de légitime défense en vertu de l'article 50 et 1 de la Charte des Nations Unies. Washington a qualifié l'opération iranienne de tentative illégale de bloquer illégalement une voie maritime protégée par le droit international. Téhéran, de son côté, a présenté l'opération autrement, la décrivant comme une réponse défensive à une agression américaine soutenue et à une guerre économique contre le peuple iranien. Deux gouvernements, deux interprétations juridiques, un seul détroit et un résultat militaire qui parlait plus fort que l'une ou l'autre déclaration. Lorsque la fumée s'est dissipée au-dessus du détroit d'Ormuz, les dommages ne se mesuraient pas seulement en navires détruits et en bunkers effondrés. Les véritables dommages allaient beaucoup plus loin, dans les marchés pétroliers, dans les alliances régionales, dans des décennies de planification stratégique iranienne, et dans la vie quotidienne de gens ordinaires qui n'avaient pas tiré un seul coup de feu cette nuit-là. Les conséquences de ce qui s'est passé pendant ces 2 heures ont été immédiates, vastes et dans bien des cas irréversibles. La première onde de choc a frappé les marchés mondiaux de l'énergie avant le lever du soleil. Les négociants en pétrole de Londres, Singapour et New York se sont réveillés avec la nouvelle que le point d'étranglement maritime le plus critique du monde avait été le théâtre d'une confrontation militaire directe. Les prix du pétrole brut ont bondi fortement dans les premiers échanges du matin. Les analystes qui suivent les marchés de l'énergie ont décrit la réaction comme l'une des réponses les plus intenses en une seule séance depuis des années. La raison est simple. Environ 17 millions de barils de pétrole passent par le détroit d'Ormuz chaque jour. Toute menace crédible à ce flux déclenche immédiatement la panique dans chaque économie de la planète qui dépend de l'énergie importée, ce qui comprend presque toutes les grandes économies du monde. Des pays à travers l'Asie, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et la Chine ont observé la situation avec une inquiétude particulière. Ces nations importent collectivement d'énormes volumes de pétrole du Golfe et toute perturbation durable du transit par Ormuz se traduirait directement par une hausse des prix du carburant, un ralentissement de la production industrielle et une inflation accrue pour des centaines de millions de citoyens ordinaires qui n'avaient aucun rôle dans les calculs géopolitiques ayant mené à la confrontation de cette nuit-là. Pour l'Iran, les conséquences allaient encore plus loin que la défaite militaire elle-même. Téhéran avait passé des années à construire soigneusement ce qu'il considérait comme son atout géopolitique le plus précieux, la menace crédible de fermer le détroit d'Ormuz. Cette menace n'exigeait pas que l'Iran ferme réellement le détroit. La simple possibilité que l'Iran puisse perturber l'approvisionnement mondial en pétrole donnait à Téhéran un levier important dans les négociations diplomatiques, dans les dynamiques de pouvoir régional et dans ses relations avec des pays qui préféraient éviter un conflit avec Washington. Ce levier dépendait entièrement du fait que le monde croit que l'Iran possédait à la fois la capacité et la volonté d'aller jusqu'au bout. Après cette nuit-là, ces deux éléments de croyance ont été sérieusement endommagés. La doctrine navale asymétrique la plus avancée du CGRI, tactique d'essaim, guerre électronique, déploiement de mines, saturation par drone, a été déployée au complet et systématiquement démantelée en 2 heures. L'opération n'a pas partiellement réussi. Elle n'a pas créé de perturbations durables. Elle a été contrée, neutralisée et renversée avec une rapidité et une ampleur que les observateurs militaires du monde entier ont noté avec attention. Les gouvernements régionaux ont rapidement tiré leurs propres conclusions. Les États arabes du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn ont observé le résultat avec un mélange de soulagement et de nouveaux calculs stratégiques. Pour ces gouvernements, la capacité de l'Iran à menacer Ormuz avait toujours été une source d'anxiété réelle. Les événements de cette nuit-là ont considérablement réduit cette anxiété, du moins à court terme. Plusieurs sources diplomatiques du Golfe ont indiqué en privé que le résultat renforçait leur confiance dans la poursuite des engagements de sécurité américains envers la région.
D'un point de vue arabe, toutefois, des voix dans la rue arabe et dans certaines parties du monde musulman élargi ont exprimé des préoccupations quant au coût humain de la confrontation et se sont demandé si la diplomatie avait réellement été épuisée avant le recours à la force militaire. Ces perspectives méritent d'être reconnues parce qu'elles reflètent les points de vue de populations importantes dont les opinions façonnent le paysage politique à long terme de la région. À l'intérieur même de l'Iran, les implications intérieures étaient complexes et sérieuses. Une défaite militaire aussi visible, peu importe la manière dont les médias d'État choisissent de la présenter, porte un poids politique dans n'importe quel pays. Les citoyens iraniens avaient déjà enduré des années de difficultés économiques causées par les sanctions internationales. Ils se retrouvaient maintenant confrontés à la preuve que la stratégie poursuivie par leur gouvernement comportait un risque énorme et avait produit un résultat dévastateur. Le coût humain, les marins iraniens et le personnel du CGRI qui ont perdu la vie cette nuit-là appartient à des familles, à des communautés et à une société déjà soumise à une pression profonde. Pour les planificateurs militaires américains, l'engagement a validé des années d'investissement dans des systèmes de guerre intégrés en réseau. Mais les victoires militaires en mer règlent rarement les conflits politiques sous-jacents qui les produisent. Le détroit d'Ormuz est resté ouvert. La tension qui a produit la confrontation de cette nuit-là est demeurée sans solution. L'eau redevient claire. Les conséquences, elles, ne disparaissent pas. Les feux au-dessus du détroit d'Ormuz se sont tus pour l'instant, les navires de guerre ont été repositionnés, les déclarations diplomatiques ont été publiées. Mais les questions qui restent, celles qui comptent vraiment pour l'avenir, n'ont pas reçu de réponse d'un seul missile, d'un seul système radar ou d'une seule victoire militaire. Aussi décisive est-elle parue dans l'obscurité de cette fin de nuit. C'est le moment de réfléchir avec prudence, pas émotivement, pas politiquement, mais avec prudence. La première question à examiner est celle-ci. Que fait l'Iran maintenant ? Un gouvernement qui a subi une défaite militaire publique d'une telle ampleur fait face à une série de choix extraordinairement difficiles. Reculer complètement entraîne de sérieux coûts politiques internes, particulièrement pour un leadership qui a construit son identité autour de la résistance à la puissance américaine. Escalader ouvertement risque une réponse militaire encore plus dévastatrice. La voie médiane, reconstruction discrète, opération clandestine, guerre par procuration à travers des alliés régionaux au Yémen, en Irak, au Liban et en Syrie, est historiquement la voie que l'Iran a choisie lorsque la confrontation directe devient trop coûteuse. Ceux qui étudient de près le comportement stratégique iranien notent que Téhéran a rarement répondu au revers par une action spectaculaire immédiate. Au lieu de cela, ils absorbent le choc, recalculent, et répondent selon leur propre calendrier et à leur manière. Ce schéma de comportement n'a pas pris fin la nuit où l'opération du détroit d'Ormuz a échoué. Au contraire, il pourrait en avoir intensifié la motivation. La deuxième question est tout aussi importante. Que font les États-Unis de ce moment ? Une victoire militaire sans cadre diplomatique pour la suivre n'est qu'une pause entre deux confrontations. Washington a démontré, au-delà de tout doute sérieux, que les forces navales américaines peuvent vaincre les tactiques asymétriques iraniennes dans des voies navigables confinées. Cette démonstration a une véritable valeur stratégique. Mais les conditions sous-jacentes qui ont poussé l'Iran à lancer l'opération Gardien du Détroit en premier lieu n'ont pas disparu. L'isolement économique, l'impasse diplomatique, le sentiment de ne plus avoir d'option. Ces conditions n'ont pas disparu avec les forces navales défaites du CGRI. Le président et les hauts responsables de l'équipe de sécurité nationale font face à une décision que la force militaire seule ne peut pas prendre pour eux. Utiliser ce moment de force démontré comme levier pour revenir à un engagement diplomatique sérieux ou le traiter comme une validation de la poursuite de la pression maximale. L'histoire suggère que les deux voies comportent des risques importants et qu'aucune n'offre de résultats faciles. Pour l'économie mondiale, la crise immédiate est passée, mais la vulnérabilité demeure. Les analystes de l'énergie exhortent déjà les gouvernements et les entreprises à accélérer la diversification afin de réduire la dépendance à un seul point d'étranglement. Les événements de cette nuit-là ont rappelé que la dépendance de l'économie mondiale à un passage maritime de 33 km de largeur représente une fragilité structurelle qu'aucune victoire militaire ne peut résoudre
définitivement. Les investissements dans les énergies renouvelables, les routes maritimes alternatives et les politiques de réserve stratégique de pétrole reçoivent tous une attention renouvelée dans la foulée. Pour les observateurs qui veulent rester réellement informés à mesure que la situation évolue, il y a des éléments précis à surveiller dans les jours et les semaines à venir. Surveillez les déclarations officielles du département d'État américain et du ministère iranien des Affaires étrangères pour repérer tout langage suggérant soit une escalade, soit une volonté de reprendre le dialogue. Surveillez les marchés à terme du pétrole comme indicateur en temps réel de la façon dont les négociants qui évaluent professionnellement le risque géopolitique jugent la probabilité d'une nouvelle confrontation. Portez attention aux signaux diplomatiques provenant des États arabes du Golfe, particulièrement l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, dont les relations avec Washington et Téhéran façonneront de manière importante la suite des événements. Et surveillez les eaux de la région elle-même. Les mouvements navals, l'activité portuaire et les tarifs d'assurance maritime racontent tous des histoires que les déclarations officielles ne racontent pas toujours. Le détroit d'Ormuz est ouvert ce soir. Qu'il le reste ou non dépend des décisions prises en ce moment même à Washington, à Téhéran et dans toutes les capitales entre les deux. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.